avant de commencer mon intervention, je vais quand même essayer de très rapidement situer le lieu d'où je parle, parce que j'aime bien cette expression des années 70 et on va continuer à l'utiliser. Moi, j'ai une formation au départ en sciences politiques, donc plutôt en sciences sociales. Donc j'analyse des individus dans une population et je regarde plutôt comment l'individu se situe dans un collectif et comment il s'inscrit dans un collectif. Je n'étais pas parti pour devenir maître de conférence, hein, juste après Sciences Po, moi je suis rentré dans le monde du travail et le savoir utilisé, instrumental pour les administrations, l'État, etc. Et puis dans les années 95, je crois que j'étais le 3215e connecté à Internet en France. Hein, j'ai eu un ordinateur connecté à Internet et là j'ai vu toute une série de gens discuter sur des forums, des chats, une sorte de grande liberté anarchique qui a émergé. J'ai vu la vitesse de connexion de 95 à 96 en même pas un an, voire des centaines de milliers de gens se connecter, se ruer dans un univers de communication et dans un espace de communication. Quand j'étais à Sciences Po, j'avais beaucoup de mal avec les sciences politiques parce que ce qui m'intéressait le plus, c'était les actes de langage et comment une société s'instituait. J'étais tout jeune, hein, mais c'était une obsession, et c'est une obsession d'Africain en fait. Hein. Je viens d'un pays du tiers-monde, et comme je viens d'un pays du tiers-monde, l'anarchie prime. Le chaos prime, et j'étais fasciné par l'Occident comme un système ordonné, un système d'ordre du discours dans lequel le moindre langage, la moindre prise de parole était inscrite dans des traditions, dans des ordres, dans des interdictions, etc. Donc l'acte de langage comme acte institué, ou l'acte de langage comme acte instituant, m'a toujours fasciné, mais à Sciences Po, on avait au moins un concept très très faible, voire très naïf, voire très très bête de l'acte de communication, l'acte de langage qui pour moi sera plus tard l'acte de communication. Bon, je suis passé à autre chose. Et puis quand Internet est arrivé, là, j'ai toute mon obsession sur l'acte de communication a ressurgi et j'ai vu qu'il se passait quelque chose, que des murs s'effondraient en fait. Que toute cette ruée de communication, de pratiques communicationnelles, d'échanges, d'institutionnalisation anarchique de la pensée, du savoir sur Internet, en 95-96, était en totale opposition du monde auquel je m'étais formé. C'est-à-dire les institutions, l'ordre du discours, etc., etc. Et je voyais bien que ce petit monde de l'administration, des institutions dans lesquelles je travaillais, et puis ce petit monde du professorat, du monde académique, ne voyait rien, en fait. Tout se passait comme si des murs s'étaient effondrés, comme si des barbares avaient fait une brèche dans les murs et rentraient dans Rome, voire rentraient dans la Chine, pour faire deux métaphores, et je voyais la tranquillité académique et la tranquillité administrative. Et je voyais des milliers, 97, 98, 99, je voyais des milliers, puis des millions, puis des dizaines de millions de gens rentrer dans des espaces de communication numérique, former des groupes, produire de la pensée, sans que rien de l'autre monde, le monde académique ou le monde institutionnel, ne bouge, ne comprenne quoi que ce soit. Et quand ils en parlent, ils en disaient des bêtises très 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 lourdes de conséquences. Donc j'ai décidé de faire une thèse là-dessus. Voilà. Le lieu que je parle, ce qui me fascine, c'est comment l'espace numérique est un espace instituant, comme tout espace communicationnel, est un espace organisant, et que l'espace non numérique, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, aujourd'hui on ne peut plus faire cette séparation entre l'espace numérique et l'espace non numérique, comment l'espace non numérique allait devoir digérer, comprendre les phénomènes de socialisation et de structuration sociale qui se passaient dans l'espace de communication. Pour donner des fulgurances, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre le néo-terrorisme si on ne comprend pas les phénomènes d'institutionnalisation dans les espaces numériques. Si on pense que le néo-terrorisme aujourd'hui, c'est le même que celui des prises d'avion dans les années 70, je crois qu'on fait une très très grosse bêtise comme on le fait aujourd'hui dans les institutions publiques. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. Par exemple, j'ai travaillé avec le CHU sur les prescriptions médicales interdites sur Internet. Hein, comment aujourd'hui on conteste de plus en plus la parole du médecin, la parole prescriptive, comment aujourd'hui la vaccination recule dans les pays occidentaux, hein, recule fortement. C'est-à-dire qu'on peut observer en pourcentage de population mondiale le recul de la vaccination. Et quand on ne comprend pas qu'en fin de compte, la source de ce recul de vaccination, c'est les discours sur Internet, on fait encore une erreur très 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 lourde. Aujourd'hui, la socialisation numérique a un impact sur la réalité, sur la pratique qui est visible. Terrorisme, santé, des structurations majeures. Voilà. Ça, c'est le lieu d'où je parle.
quand Franck m'a dit on va faire une équipe humanité digitale, parce qu'il m'a vu bidouiller des outils quantitatifs d'analyse de discours, parce que pour faire mon travail, j'ai dû me plonger dans l'analyse quantitative et produire des discours de traitement du langage. Je lui ai dit ok, j'ai trouvé l'équipe très sympathique, très dynamique, et puis il m'a dit on va bosser sur Robert Escarpit. Et franchement, j'étais poli, je me suis dit je vais faire ma part du collectif, d'accord. Et puis plus on a avancé cette année, parce que cette année on a fait un séminaire assez important où on a mis en commun, enfin c'est plus Franck qui nous a guidés sur la compréhension de Robert Escarpit et de Robert Estival, plus je me suis rendu compte qu'en fait, l'esprit de Robert Escarpit et celui de Robert Estival, aujourd'hui, il est devenu quasiment une nature, et peut-être même ma nature en tant que chercheur. Et je me sens de plus en plus, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce papier au départ, ce papier à moins de 6 heures, hein, je l'ai fait hier soir, parce que je voudrais montrer comment on a digéré le séminaire de cette année. Et donc, en fait, mon travail, s'il devait être interprété dans l'œuvre de Robert Escarpit et de Robert Estival, je mets les deux parce que j'ai encore du mal à distinguer les auteurs. Je parlerai d'une tentative pour les humanités digitales de faire une documentologie digitale. Et donc, on va faire un exercice pour le colloque de l'année prochaine. J'ai développé un outil qui absorbe toutes les traces possibles et imaginables sur le numérique, et cet outil a pour mission de pouvoir constituer une archive, constituer un corpus avec une méthodologie archivistique qui puisse servir à l'étude. Donc ce que je vais faire pendant un an, c'est essayer d'absorber la totalité des traces numériques qui parlent de Robert Escarpit et d'en constituer une archive. Mais je vais essayer de vous expliquer la particularité de cette façon de faire de l'archive et de la documentologie. Donc j'ai tiré cette petite coquetterie, ce petit snobisme, parce que c'est un des luxes de la fonction académique, hein, c'est de pouvoir avoir des petites coquetteries intellectuelles, d'aller chercher des auteurs qui sont totalement inconnus. Et donc, évidemment, on aurait pu prendre Paul Auclert dans la documentologie ou Robert Estival. J'ai trouvé un Henri Bernat-Perret, dont on ne sait absolument rien sur Internet, hein, donc c'est un auteur totalement inconnu, qui s'avère être un monsieur qui a écrit un petit manuel professionnel aux éditions d'organisation en 1946 sur le secrétariat de direction. Et donc, on doit à ce monsieur Henri Bernat-Perret le stéréotype de la secrétaire de direction, puisqu'il a, pendant plus de 40 ans, enfin plus de 25 ans plutôt, réédité cet ouvrage qui était sans doute le livre de chevet de toutes les aspirantes au secrétariat de direction. Et il utilise le terme de documentologie en 1946, hein, donc juste après Paul Auclert, et il en fait une définition très simple, comme je les aime, une définition professionnelle, mais dans laquelle je me suis totalement reconnu dans mon activité de recherche. La documentologie, nous dit ce Bernat-Perret, dont on ne sait à peu près rien aujourd'hui, hein, je vais lancer un appel sur Internet pour savoir qui connaît Henri Bernat-Perret, l'activité qui consiste à rechercher les sources de documentation, à recueillir les documents, à enregistrer, j'aime bien cette succession qui doit être posée à chaque moment, à enregistrer les notions qu'ils contiennent et, chose la plus importante, à diffuser ces notions auprès des intéressés. Tout en assurant la conservation méthodique des sources. Je trouve que cette définition pourrait être l'étendard de la démarche que l'on essaie d'établir avec notre équipe autour des sciences de l'écrit et des méthodes et des outils que l'on va essayer d'appliquer au monde du numérique. Je vais tenter devant vous, et c'est quand même osé, de donner une définition étymologique du mot document. Parce que la question a été posée tout à l'heure. Et quand on a discuté toute cette année sur cette notion de document et d'archive avec notre équipe, j'ai eu envie de revenir à quelque chose de plus élémentaire autour du mot document, qui est l'étymologie du mot document. On sait, le document, c'est quelque chose, une matérialité, au sens d'une chose donnée. Je vous rappelle que data veut dire chose donnée, en latin. La chose qui est là. Chose donnée au sens je viens de trouver quelque chose. C'est là. La chose donnée, la data, c'est quelque chose qui est là. Mais cette data, cette chose donnée, cette matérialité, a pour spécificité de témoigner, de transmettre une information qui va faire preuve. Alors il y a toujours deux
définitions quand on remonte à l'étymologie latine et médiévale, soit qui va faire preuve, soit qu'elle va enseigner d'un phénomène externe. J'ai dit une action externe, mais en fait compte, Franck nous parle de phénomène, en effet, qui va enseigner ou qui va faire preuve d'un phénomène externe. On retrouve dans le document la racine latine de docere, qui veut dire enseigner, mais la traduction anglaise est très intéressante parce qu'elle a pris l'autre aspect, record, qui veut dire avoir enregistré. Donc le document a deux faces, celle, l'empreinte, celle d'être une matérialité qui a enregistré un phénomène, mais l'autre face, c'est quel est le support, et ça j'ai pris, ça c'était un plâtre de la gendarmerie scientifique. Hein, les plâtres de gendarmerie scientifique, c'est quand on fait une enquête, hein, et on a des traces de pieds, et avec une technologie de plâtre, hein, qui est simple, mais qui reste quand même un dispositif, une technique, on enregistre ce plâtre et on va pouvoir le comparer, etc. etc. Donc on a une trace naturelle, hein, on a un enregistrement d'un pas naturel, et puis on a une technologie qui vise à s'en servir afin de s'informer d'un phénomène qui n'est plus là. Et donc le document est fondamentalement cette deux faces, c'est cette capacité matérielle à être la trace, la réduction, l'élément premier ou l'élément métonymique d'un phénomène qui a disparu, mais elle n'est document que si elle a la capacité d'informer sur ce phénomène. C'est-à-dire si elle rentre dans une technologie de lecture, si elle devient un signe dans une capacité d'interprétation. Et je crois que toute la discussion et le débat qu'on a entre documents, data, etc., c'est qu'on veut décomposer cette notion du document. Le document, c'est à la fois quelque chose qui enregistre. Hein. Mon téléphone enregistre constamment les pas que je fais. Il crée de la data de mes pas. Si je le serre très fort, il peut connaître mon battement de cœur, hein, la vitesse de mon battement de cœur. Donc, il a une technologie qui fait empreinte de toute une série de phénomènes biologiques, géographiques. Il enregistre ma géolocalisation, il enregistre ma transparence. Donc, c'est une trace, comme la neige, mais c'est une trace qui peut être à la disposition d'une interprétation. Par exemple, j'ai une application qui va me conseiller de faire plus de sport aujourd'hui parce que j'en ai pas fait assez depuis plusieurs jours, etc. Elle va interpréter cette trace et elle va en créer une information, voire une action de pouvoir dans le sens où elle me conseille de faire telle ou telle chose. Qu'est-ce que c'est qu'un document numérique alors? Parce que s'il y a un phénomène nouveau avec l'arrivée de l'ordinateur, du 0 et du 1, c'est que ce document devient une empreinte dans une technologie particulière qui est la technologie numérique. Ça veut dire la succession de couches imbriquées de langage qui démarre sur des 0 et des 1 et qui, par recodification, devient des formes de langage de plus en plus complexes, jusqu'à en faire une vidéo, jusqu'à en faire un texte, jusqu'à en faire un son, jusqu'à en faire des schémas. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quand on regarde un document interprétable, la spécificité du document numérique, c'est qu'il est en réalité une succession de documents qui passent par des couches de modification. À l'origine, n'importe quel document, là j'ai pris la page de Wikipédia Robert Escarpit, est à la fois un ensemble d'électrons qui tournent à droite ou qui tournent à gauche, qui sont interprétés, des électrons matériels, hein. La matérialité de l'informatique, ce sont des électrons. L'électron va tourner à droite, il va tourner à gauche, il va dire 0 ou 1. Le mouvement électronique va être interprété par un langage binaire, qui va dire 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, qui va être interprété lui-même par un langage hexadécimal, qui va être interprété lui-même par un langage informatique, qui va être interprété lui-même par des formes de langage visibles par les êtres humains. Juste là, si on replonge, on a un écrit d'une encyclopédie. Il suffit qu'avec mon bouton droit sur mon navigateur, je demande le code, et vous avez en dessous la même page Robert Escarpit en informatique, en HTML. Ceci est un document pour moi, ceci est un document pour le développeur. En bas, pour moi, c'est du charabia. Pour un développeur, c'est l'essentiel. Pour moi, ça c'est un document. Pour le développeur, c'est quelque chose de très ennuyeux. Donc, le statut du document numérique doit être pensé dans sa spécificité et dans une économie propre. Donc si je repense le document numérique, sa matérialité apporte toute une série de problématiques qui va nous obliger à mettre en place des dispositifs d'interprétation. C'est un élément complexe, je viens d'en parler, multicouche.
il est hétérogène. Aujourd'hui, le document numérique, c'est toute forme de document, de l'audio, de la vidéo, de l'enregistrement du vent. Hein, il y a des capteurs de vent, il y a des capteurs de lumière, et aujourd'hui, toute forme de réalité se transforme, est captée, au sens record, au sens du document, est captée en version numérique. Il est polymorphe, c'est-à-dire qu'une vidéo peut être inscrite dans un texte. Aujourd'hui, je lis un texte d'une conférence, mais à l'intérieur est inscrit une vidéo, voire l'enregistrement et l'interview d'une personne, d'un fichier qui a été renumérisé alors qu'à l'époque il a été enregistré en cassette. Donc, vous voyez, aujourd'hui on se retrouve avec des documents qui sont extrêmement polymorphiques et donc qui demandent des interprétations polymorphiques, interprétation de l'image, interprétation de la vidéo. Je ne peux plus lire un document web avec un ordre matériel figé comme le livre à un moment donné, comme l'audiovisuel à un moment donné. Aujourd'hui, on a des formes très polymorphiques qui obligent des formes d'interprétation plurielles du même document. Il est fugace. Il ne faut pas oublier que je suis en train de lire un blogueur, s'il arrête de payer sa cotisation pour son hébergement, le blog a disparu. Je suis en train de lire un blogueur, si je reviens 2 jours plus tard, peut-être que son texte ne lui a pas plu, il l'a complètement modifié, donc je n'ai plus accès au texte précédent. Ce qui n'est pas le cas d'un livre, ce qui n'est pas le cas de tous les enregistrements jusque-là. Les enregistrements avaient cette obsession d'une pérennité, le numérique n'a pas du tout l'obsession de la pérennité. Du moins, les natifs, les digital natifs n'ont pas du tout l'obsession de la nativité. Troisième élément, le document est pléthorique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute personne, tout élément va produire du document numérique. On n'est plus dans un ordre de discours institué avec des écrivains, avec des journalistes, avec 3-4 corps sociaux autorisés à produire du document. Aujourd'hui, tout le monde s'autorise à produire du document. Votre fille de 12 ans produit toute la journée une littérature de sa vie. Des photographies, des textes, des SMS, qu'elle publie sur Twitter, qu'elle publie sur Instagram. C'est un auteur à partir de l'âge de 8 ans aujourd'hui. La moyenne aujourd'hui, c'est à partir de 8 ou 9 ans, on devient un auteur. Auteur de sa vie, autobiographie visuelle, etc., etc. Donc tout le monde est devenu un auteur. C'est pas un phénomène anodin, parce que s'il y a quelque chose qui marque la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, c'est que tout le monde veut devenir un auteur. La preuve, vous regarderez l'Assemblée nationale dimanche soir, vous aurez l'entrée des profanes. Tout le monde veut devenir un député. Et vous analyserez, enfin les journalistes analyseront ce qu'est l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est la première Assemblée nationale postmoderne. N'importe qui est devenu député. N'importe quoi, parfois, est devenu député. On n'a plus de cursus honorum pour devenir député. Aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quoi est devenu un auteur. C'est l'ensemble de ces éléments, ils ne sont pas limités. Hein, j'aurais pu en rajouter beaucoup. Parce que je pense que le cœur de la réflexion, c'est quelle est la spécificité de la matérialité du document numérique. Pour cela, j'ai dirigé un projet qui s'appelle My Web Intelligence, qui vise à développer Alors le conseil régional a permis de faire un prototype. On a une idée d'un outil qui servirait l'archivage et la documentologie de toutes les traces numériques. On a fait un prototype aujourd'hui qui s'appelle My Web Intelligence, que je vais essayer de vous présenter, qui va me servir à faire le corpus numérique de Robert Escarpé, que je présenterai dans un an. On a fait tourner un petit peu pour vous donner quelques exemples, mais c'est un travail en devenir. Donc, ma petite définition personnelle sur la documentologie digitale, eh ben, c'est la même en fait. C'est l'activité qui consiste à rechercher. C'est une petite blague. Je reprends exactement la définition de Robert Ménintéré. C'est-à-dire que la mission du chercheur, du documentaliste et de l'archiviste est la même face à un document qui, lui, est en rupture totale. Donc, il s'oblige à inventer une nouvelle méthodologie, puisque sa mission reste la même. Si le document s'est transformé radicalement et que la mission est la même, il va bien falloir trouver de nouvelles méthodes. Et c'est ces nouvelles méthodes que nous proposerons dans notre équipe à partir de là. Parce que moi j'ai une obsession qui fait beaucoup rire Franck Cormeret, c'est l'obsession de la totalité. L'obsession de la totalité, c'est une citation de Foucault que j'aime beaucoup, dans un entretien aux Lettres françaises, qui définit vraiment son travail, la tentative de son travail, même s'il n'a pas été jusqu'au bout, la tentative de son travail, c'est qu'il ne doit pas y avoir de choix privilégié. Il faut pouvoir tout lire, connaître toutes les institutions et toutes les pratiques. Aucune des valeurs reconnues traditionnellement dans l'histoire des idées et de la philosophie ne doit être acceptée comme telle. On a affaire à un champ qui ignorera les différences, les importances traditionnelles.
on devrait tout lire, tout étudier. Autrement dit, il faut avoir à sa disposition l'archive générale d'une époque à un moment donné, et l'archéologie est au sens strict la science de cette archive. Et je vous ai donné deux exemples du corpus qu'on est en train d'absorber, parce qu'on est en train d'absorber le corpus de Robert Scarpit. Ici, une personne qui dans un... on ne voit pas très bien, mais... Ici, une personne qui dans un forum autour de la littérature de science-fiction donne son avis sur les œuvres majeures autour des monstres et des vampires et cite sa lecture d'un roman d'Escorpit. Et ici, dans un forum sur la contraception, une jeune fille qui est pour la contraception, qui est en train de se disputer avec une jeune fille qui est contre la contraception, qui à un moment clôt le débat en citant Robert Escarpit. Parce qu'elle trouve, alors elle ne doit pas connaître du tout Robert Escarpit, mais là ce qui est intéressant dans cette archive, c'est qu'elle trouve que la tournure de phrase, que la dimension cinglante de la phrase et de la propos permet de clore un débat. Alors la phrase c'est « Il y a toujours une certaine méchanceté à rire de quelqu'un, et la méchanceté est bien le signe le plus évident d'impuissance que je connaisse. » Et donc cette jeune fille, à un moment qui est dans une dispute de forum, pour ceux qui connaissent un peu Internet, les forums et les débats, ça finit toujours par un point Godwin, c'est-à-dire un point où on finit par dire n'importe quoi. Et elle clôt le débat avec une citation de Robert Escarpit, qu'elle a trouvée sûrement sur Internet. Elle a dû chercher citation méchant, impuissant, ou un truc comme ça. Elle a pris la citation, elle l'a copié-collé, je suis sûr qu'elle n'a jamais entendu parler de Robert Escarpit, mais elle l'a trouvé cinglant. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire du style de Robert Escarpit? Pour moi, c'est une archive digne d'être étudiée. Ça veut dire que le style de Robert Escarpit, sa capacité à produire, le style journalistique, à produire une phrase cinglante, a une puissance en soi, qui même totalement décontextualisée, va faire effet dans un débat, ou va tenter de faire effet dans un débat. Et je crois que, alors on a commencé à classer un peu le corpus, là on a enregistré 2000 textes, mais on atteindra facilement 3000 ou 4000, 30 000 ou 40 000 éléments. Donc vous voyez, quelques données, on a commencé à classer quel type d'émetteur parle d'Escarpit, mais le problème c'est qu'avec ce petit écran je ne vois rien, et je ne sais pas si vous voyez mieux que moi. Alors je vais... Voilà. Ici ce sont des amateurs, des gens qui discutent dans des forums, des gens qui ne sont pas à même de produire les connaissances. Donc, dans les échanges... Voilà, dans l'échange de forums, dans les blogs. 25%, Robert Escarpit est utilisé comme citation, comme référence bibliographique, principalement de la littérature jeunesse et de ses romans de science-fiction. Si vous rajoutez ces citations cinglantes pour 12%, vous voyez que le corpus n'est pas très très glorieux en fait. Hein. C'est un corpus, mais c'est ça qui me fascine. C'est un corpus de gens ordinaires qui vont trouver dans Escarpit. C'est la récit d'un chercheur, ça doit être dans la culture ordinaire. Ah oui, dans la culture ordinaire, dans la culture de masse. Robert Escarpit est devenu un objet d'une culture de masse. Monde académique 20%, presse évidemment 10%, etc., etc. Quels sont les thèmes principaux utilisés par ces discours? Vous voyez que la citation, le fait de citer une phrase de Robert Escarpit, c'est 30% des corpus que l'on a absorbés. Donc ce qui résonne aujourd'hui dans le numérique, c'est le style Escarpit. C'est la phrase cinglante Escarpit. La théorie, ce n'est que 23%. Et les œuvres, la référence aux œuvres, hein, faire une référence à un roman, faire une référence à... c'est 27%. Et puis, vient ensuite quelques éléments. Mais il y a quatre grands corpus, hein, il y a 4 boîtes d'archives, les citations, les références aux œuvres, les théories, la discussion autour des théories, et là, je n'arrive pas à lire. La biographie, oui. Des éléments biographiques sur la vie d'Escarpit. Très vite, on peut commencer à faire des traitements. Quels sont les types d'émetteurs par rapport au type de citation? On voit très vite que les archives, alors ça c'est acquis d'eux, hein, ça veut dire on voit très vite que chaque émetteur a un style de message, et donc il commence à émerger des sociotypes. C'est pas tant les résultats, je vous les présenterai dans un an. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir d'une classification ouverte, sans a priori, d'une archive totale, sans qu'il y ait d'ordre de discours préféré à une autre, on peut mettre déjà en place, pas d'hierarchisation, totalement ouverte, on peut commencer à mettre en place un principe de classification, de catégorisation du discours. Et ensuite, une fois que ces catégorisations de discours, on va pouvoir y appliquer des algorithmes avancés. Parce que, voilà, une autre parenthèse, c'est que tout ce corpus numérique, tout ce corpus d'enregistrement des phénomènes sociaux,
qui est aujourd'hui un corpus énorme, qui enregistre le moindre respiration, le moindre mouvement du moindre individu. Si vous avez un téléphone portable sur vous, vos déplacements sont enregistrés dans d'énormes serveurs. Tous ces corpus-là ont fasciné à la fois le pouvoir, l'État, les institutions, qui aujourd'hui sont en train de mettre en place des dispositifs d'analyse, d'algorithmes, de compréhension des phénomènes qui sont enregistrés par le numérique, et aussi les marketeurs, c'est-à-dire les gens qui sont chargés de vous vendre des produits. Et nous, en sciences humaines et sociales, nous qui nous intéressons aux phénomènes sociaux et humains, ben on fait l'impasse. Et puis on est maintenant à plus de 10 ou 15 ans de développement de ces outils. Ces outils commencent à devenir matures, ça veut dire qu'ils commencent à prouver leur capacité à reconstruire un phénomène à travers une trace numérique. Et nous sommes toujours à côté de la plaque. Un des enjeux du travail de l'outil qu'on est en train de développer, c'est de tester sur des problématiques de sciences humaines et sociales ces algorithmes avancés. Là, je vous en montre un très spécifique. C'est ce qu'on appelle un algorithme de clusterisation, c'est-à-dire qu'on va attribuer des caractéristiques à un document et on va regarder s'il y a une corrélation entre toutes les variables de ce document pour voir s'il n'y a pas des documents types qui auraient toujours le même aspect. Là, pour rendre les choses lisibles, j'ai pris 3 variables, le lieu d'où est produit le document, le type d'émetteur et la thématique principale du document. Bon, c'est très succinct, mais pour vous montrer ce que ça fait. Et ensuite, on va demander à l'algorithme, est-ce qu'il y a des stéréotypies? Et quelle est la place des stéréotypes? Est-ce qu'il y a des documents types? Et quelle est la place de ces documents types, leur quantité et leur nature? On va voir par exemple que les documents théoriques sont principalement produits par l'ère hispanique et une ère anglo-saxonne, c'est-à-dire les pays anglo-saxons et les pays hispaniques, qu'ils sont produits par le monde académique et par... je n'arrive pas à lire, mais vous avez compris la logique. Ouais, corpus scientifique littéraire. Ouais. Je ne vous ai pas pris. Par snobisme, je ne sais pas. La classe. Donc on comprend quoi? On comprend que l'ensemble des documents théoriques, pas l'ensemble, une très très grande partie des documents théoriques numériques sur Internet sont produits par l'ère hispanique et l'ère anglo-saxonne. Alors on dit, mais que font les Français? Ben, les Français parlent principalement de sa biographie, et principalement de citations. Et jamais de la théorie de Robert Scarpit. Sur Internet, je parle. Donc, la théorie est complètement vivante dans le monde hispanique et dans le monde anglo-saxon. Les Français, un peu de journalisme biographique, Robert Scarpit a fait ci, il a rencontré ci, il a rencontré là, et puis surtout, un annuaire de services qui sert aux jeunes filles à aller chercher des citations pour pouvoir clore une conversation sur la contraception. Et ici, on a évidemment les maisons d'édition, les librairies et les bibliothèques qui font référence aux ouvrages. Et qui sont principalement français et européens. Voilà. Donc vous voyez, 3 variables très rapides, 1500. Ce qu'on espère, c'est gonfler à quasiment l'exhaustivité des traces vivantes. Quand je dis traces vivantes, c'est des traces qui n'ont pas disparu, parce qu'au moment de l'étude, on va pouvoir capter les traces, mais celles qu'on a perdues en 2 mois, on ne les retrouvera plus jamais. Et de pouvoir mettre en place une archive numérique et y appliquer des traitements algorithmiques pour essayer de classer cette archive selon des catégorisations multivariées. Et de montrer si, et c'est l'expérience, moi c'est mon but de recherche, est-ce que ça a servi à quelque chose ou pas? Est-ce que ces outils numériques de classification, qui sont utilisés aujourd'hui dans l'industrie, qui sont aujourd'hui utilisés dans la police ou dans les sciences de l'administration, est-ce que ces outils peuvent nous servir à faire du document numérique un objet de recherche? Parce de l'espace numérique, un champ de recherche. 5000. Troisième type d'outil, c'est que grâce à l'hypertexte, ces documents sont reliés entre eux. Alors ça, c'est pas la cartographie d'Escarpit parce qu'on n'a pas eu le temps de la faire. Ouais. L'ensemble des documents sont soutenus par des sites et on peut, grâce à une méthode d'analyse qui s'appelle l'analyse structurelle des réseaux, on peut réussir à faire la cartographie des sites qui parlent d'un sujet. Ici, par exemple, c'est la cartographie des sites qui parlent des humanités digitales. Et en y appliquant des algorithmes d'analyse structurale, on va comprendre le rôle de chacun des émetteurs dans la production d'une controverse sur un thème donné. Donc nous, ça sera Robert Scarpit.
on verra par exemple qu'il existe une communauté qui se cite qui parle de Robert Esquerpit et qui se cite entre eux. Et on verra que cette communauté forme une secte dans l'ensemble de la controverse. Et on pourra mesurer le poids d'influence, par exemple en mettant des algorithmes de citation, le poids d'influence de tel émetteur sur telle communauté. Et on fera la corrélation entre cette communauté et le discours tenu. Et on aura ce qu'on appelle une analyse de positionnement. Tel émetteur appartient à telle secte, il joue tel rôle dans cette secte, et cette secte produit tel contenu sur l'objet. L'intérêt, c'est de faire tourner des algorithmes sur des grandes bases de données et de voir si on peut classer et organiser les archives. Voilà, merci.